Audio numéro 5, première partie. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, paix et salut sur le sceau des prophètes, qui a dit dans l'un des hadiths authentifiés que celui qui meurt dans la préservation de ses biens est un martyr, que celui qui meurt dans la préservation de son intégrité physique est un martyr, que celui qui meurt dans la sauvegarde et la valorisation de son identité est un martyr. Mes chers auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre Témoignage de notre frère, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 37, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, l'ex-officier témoigne. La veille des événements, le colonel Oulbouil convoqua tous les officiers de la région, à l'exception des négro-mauritaniens. Les entretiens de l'inadmissibilité du comportement des Sénégalais à l'égard des Mauritaniens résidant au Sénégal. À Dakar, comme dans beaucoup de villes africaines, le petit commerce est détenu par les Maures. Ces petites boutiques sont très appréciées car on y trouve tout et sont ouvertes très tard dans la nuit. Dakar regroupe le quart de la population sénégalaise. Pendant des années, cette ville a été l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle abrite, comme beaucoup d'autres capitales de pays en voie de développement, son lot de jeunes chômeurs désœuvrés et de délinquants aussi. Dès les premiers incidents sénégalo-mauritaniens, des bandes de délinquants se ruèrent sur les boutiques maures pour se servir et molester leurs propriétaires. La médiatisation des événements contribua fortement à échauffer les esprits des deux côtés de la frontière. De part et d'autre, les gouvernants, au lieu de lancer des appels au calme, laissèrent faire et pour ce qui les concerne, les autorités mauritaniennes organisèrent même les débordements. C'est ce qui se passait en ce moment même au sein du groupe d'officiers réunis autour du colonel Oulbouili. L'indignation des uns renforçait la colère des autres. Il ne fallait pas se laisser faire, une réaction s'imposait. Oulbouili leur dit qu'une riposte était prévue pour demain sur tout le territoire mauritanien et que cette riposte ne s'arrêterait pas qu'aux Sénégalais comprennent qui peut. Dans la soirée, certains officiers iront trouver quelques-uns de leurs amis
amis entre guillemets sénégalais, des entrepreneurs, couturiers ou commerçants pour les prévenir de ce qui allait se produire le lendemain. Cette démarche n'était pas désintéressée, convaincu qu'ils ne reverraient plus ces personnes. Il les conduisit chez eux. Après s'être fait confier tous leurs biens, argent, voitures et maisons, ils les amenèrent eux-mêmes à la police le lendemain. Le lendemain matin, à partir de 7 heures, des groupes de Mauritaniens encadrés par des responsables entrent dans tous les domiciles occupés par des Sénégalais. Mais très vite, la violence est étendue à d'autres Noirs. Les premières victimes de cette déviation voulue sont les peuls les plus aisés. Ils sont tabassés puis pillés. Des Haratines ont été déplacés de la campagne pour cela. Ils sont plus enclins à l'obéissance que ceux des villes. Bientôt, la fièvre et l'appât du gain gagnent les autres Haratines. L'armée, la police et la gendarmerie n'interviennent qu'à 14 heures. Cette passivité aussi a été planifiée par l'autorité en place, le colonel Boylil. Les militaires rejoignent les pillards et font des pieds et des mains pour combler leur retard dans la chasse au trésor, les officiers en tête. À la fin du 5e jour, 2 personnes viennent me voir pour me dire ne pas comprendre leur présence ici, alors qu'ils sont des Mauritaniens. Ils ont tous deux leur carte d'identité. Je les mets dans un camion en précisant au chef de bord du camion qu'ils doivent être déposés chez eux. Puis dans l'après-midi, un Mauritanien, métissé, Maure et Haratine vient me voir et dit, au bout d'un moment de conversation, « Je vous prie de veiller sur elle. » Il était venu rendre visite à son épouse sénégalaise et sa fille. Sa femme veut absolument partir, terrorisée par ce qu'elle a vécu. Il me dit que sa famille serait peut-être mieux parmi les siens pour le moment. Le lendemain, je vois descendre d'un camion un ami d'enfance, Ndim Hamé, dont je connais toute la famille depuis près de 25 ans. Il a été directement embarqué à partir de son lieu de travail avec un autre Mauritanien. On n'a même pas pris la peine de leur retirer leurs papiers. Je les fais déposer à Noisibou et décide d'attirer l'attention du colonel Oulboylil s'il se fait. Je me dis que si le Sénégal et la Mauritanie ont des problèmes, je veux bien le comprendre. Mais de là à s'en prendre à d'authentiques Mauritaniens, je n'y comprends plus rien du tout. Je m'entends répondre par Oulboylil que ce n'était pas à moi de définir la mauritanité de ces gens. Le lendemain, je reçois la visite du lieutenant Yezid Oulmoulay Eli, accompagné de son adjoint au renseignement, le sous-lieutenant Mohamed Mahmoud. Ma maison et mon bureau font l'objet d'une perquisition sous le regard étonné de ma famille. Que cherche-t-on? Il paraît que le colonel a reçu une information selon laquelle des Sénégalais m'auraient confié des millions en monnaie locale.
De deux choses l'une, ou bien quelqu'un cherche à me faire du tort en racontant d'horribles mensonges sur mon compte, dans le seul but de me nuire, ou bien en haut lieu, on cherche tout simplement à se débarrasser de moi. Je dis à Yezid que personnellement, je ne suis pas gagné par la fièvre collective qui affecte certains militaires et qui se traduit par la cupidité. Toujours est-il que je suis relevé de mes fonctions le même jour. Dans tous les cas, on a réussi à me blesser dans mon amour-propre. Je me suis senti insulté. Je suis remplacé par un capitaine, l'adjoint opérationnel au commandant de région, un homme très effacé, dont je ne me souviens plus du nom, et un autre lieutenant Mahfoud, plus connu sous le pseudonyme de Deuf. Les Sénégalais entre guillemets ne tardent à l'appeler Dof, qui signifie fou en Wolof. C'est d'ailleurs lui qui gère les Sénégalais entre guillemets. Le capitaine n'est là que pour la forme. Quant à moi, je ne m'occupe plus que de la sécurité extérieure de la ville. Deuf arrive avec ses hommes, ceux-là même qui ont pris part au massacre et au pillage en ville. Mes sentiments à l'égard du négro-mauritanien sont sans ambiguïté. Ses sentiments à l'égard du négro-mauritanien sont sans ambiguïté. C'est pour cette raison qu'il a été choisi pour me remplacer. Un jour, une altercation a opposé deux Sénégalais. Deuf les convoque dans mon bureau, sachant d'avance ce qui l'attendait. L'un d'eux refuse de venir et se dirige vers le port de la Guaira. Deuf le suit avec un fusil d'assaut à la main. Voyant qu'il ne pouvait plus continuer sa course, le Sénégalais se jette à l'eau du haut d'une falaise malgré une mer houleuse. Deuf prend son arme en G3. Il pose un genou par terre, engage une cartouche, retire le camp de sécurité et pose son index sur la détente. J'interviens à ce moment précis. Il me dira qu'il voulait simplement l'effrayer, mais la lueur dans ses yeux au moment précis des faits ne trompe pas. Il l'aurait vraiment abattu. Fin de la première partie de l'audio numéro 5. La deuxième partie pour le suivant. Audio numéro 5, deuxième et dernière partie. À la page 43, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. À partir du jour où je suis remplacé par Deuf, la vie des Sénégalais entre guillemets, n'est plus qu'un calvaire. Les militaires mauritaniens se sont complètement métamorphosés en vulgaires pillards, aussi bien les officiers que les sous-officiers,
et les hommes de troupe. Paradoxe, c'est quelques civils qui viennent de Nouadhibou apporter un peu de consolation aux Sénégalais entre guillemets. Ils amènent souvent avec eux du pain, du lait, des boîtes de sardines et des arachides. À voir des civils morts blancs se présenter avec les coffres de leurs voitures remplis de denrées alimentaires, n'est-on pas en droit de supposer que toute cette violence est concoctée et dirigée par les autorités militaires du pays? En tout cas, une chose est claire, les Mauritaniens n'approuvent pas tous les méthodes employées par les responsables des deux pays. Certains n'hésitent pas à braver les barrages et contrôles militaires dressés entre la Guaira et Nouadhibou pour faire parvenir aux Sénégalais entre guillemets, un peu de pain. Alors que l'armée de son côté s'évertue à leur rendre la vie la plus dure possible. Les Sénégalais entre guillemets font chaque nuit l'objet de fouilles, de tortures et de pillages. Les femmes se voient arracher leurs derniers bijoux. Est-ce vraiment ce qu'attendait de moi mon supérieur, le colonel Oulboïli? Dans ce cas, alors, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais loin de me douter que le fait de parler aux gens dans leur langue ou de ne pas les torturer représente une faute grave aux yeux de mes chefs. Aujourd'hui, 1 an et 6 mois après, le lieutenant Yezid me le sort comme chef d'accusation. Je suis en train de payer pour la souffrance que je n'ai pas su infliger aux autres. Tu aurais dû comprendre ce qu'attendait de toi le commandement. Seulement, tu as préféré agir dans l'autre sens. Il se retourne et dit merci à un soldat qui lui tend un plateau dans lequel il prend un verre à moitié plein de thé à la menthe dont l'odeur envahit la pièce. Après avoir vidé son verre, il ajoute, toujours à l'égard du soldat, tu peux arrêter. Sous-entendu que ce dernier ne doit pas continuer à faire le thé. Celui-ci sort tout aussi silencieusement qu'il est entré. Puis revenant à moi, Yezid me regarde pendant un moment avant de me demander ce que j'ai à dire sur le dernier point. Je croyais agir conformément aux instructions reçues, à savoir les mettre en sécurité. Ce qui pour moi voulait dire veiller sur eux contre toute agression, quelle qu'en fût l'origine ou la nature. Je n'ai jamais vu la nécessité de recourir à la violence pour cela, sans parler du fait qu'ils étaient déjà très mal en point en arrivant à la Guaira.
Ne t'en fais pas, on sait tout ça. Tout comme on sait que tu es le leadership du groupe, reprit-il en m'assénant un coup sur la tête. J'ai toutes les informations concernant ton implication dans le coup d'État de 87. Tu as très bien caché, comme tu as toujours su le faire, ta vraie nature de comploteur. Un soldat en armes entre et lui murmure quelque chose dans l'oreille. Il se lève et suit le soldat sans attendre ma réponse. Dehors, un vent violent souffle depuis un moment. Les rafales qui s'engouffrent dans la pièce soulèvent le tapis de poussière qui recouvre le sol, rendant l'air presque irrespirable. Yezid remet son turban à la sortie de la cellule. Ma peau est recouverte d'une pellicule de crasse qui maintenant ne me gêne plus. Ma chemise gluante à cause du sang me colle au corps. Les plaies n'ont jamais le temps de se cicatriser entre deux séances de torture. Les passages à tabac deviennent de plus en plus douloureux. Les coups tombent inévitablement sur des blessures ouvertes encore. Le contact avec le fer froid du poteau que m'impose ma position assise me procure un certain bien-être, en calmant un peu la brûlure de mes plaies, mais en même temps, il ne facilite pas la cicatrisation des blessures. Quand je commence à ressentir la fatigue ou le sommeil, je plie les jambes de façon à pouvoir poser ma tête sur mes genoux. Ainsi, je peux me laisser aller à somnoler tout en essayant de rester attentif à tout ce qui se passe autour de moi. J'ai appris à vivre avec la peur. À part les visites du caporal étrangleur, je ne vois personne d'autre ce jour-là. Je suis fatigué, affaibli par la faim à tel point que je ne distingue plus le rêve de la réalité, le délire du conscient. Je vois partout des amis en état d'arrestation. Ces images sont tellement réelles que je me demande si c'est vraiment des visions ou des cauchemars éveillés. Mais peut-on être lucide après 4 jours sans rien manger et en subissant quotidiennement un pareil traitement? Le lieutenant Yezid m'a parlé d'un groupe. Je me dis alors qu'il s'est forcément passé quelque chose. Cet acharnement, cette torture pour me faire dire je ne sais encore quoi. Il doit y avoir une raison ou une explication logique, mais de tout de même, il faudrait vraiment que ce soit très grave, vu l'ampleur des moyens personnels et matériels mobilisés pour cela. De quoi suis-je coupable?
J'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas d'explication. Pour le putsch manqué de 87, certes, j'ai été au courant, mais c'est une histoire classée. J'ai été entendu à l'état-major national pendant presque un mois avant d'être relâché pour reprendre ma fonction dans ma formation initiale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à mon retour de Nouakchott, j'ai été muté à Unal comme adjoint au commandant de base, le lieutenant Mohamed Oulmodje à l'époque. Donc, je ne vois pas la relation entre cette histoire et ma situation actuelle. J'essaie de trouver une autre explication. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et puis, je ne crois pas non plus que ce soit à cause des événements sénégalo-mauritaniens, ni parce que j'ai parlé Wolof aux Sénégalais entre guillemets. Il doit bien y avoir quelque chose qui justifie la présence de tous ces prisonniers. Je suis loin de me douter que le pouvoir mauritanien a tout simplement décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa politique d'épuration ethnique du pays et que je vis ici les premiers moments de ce qu'on a appelé en d'autres temps et sous d'autres cieux la solution finale. J'ignore aussi qu'en ce moment même, toutes les casernes militaires du pays sont transformées en camps de concentration. Fin de la deuxième partie de l'audio numéro 5, page 46, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.